Merci de nous rejoindre sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres. Diplomatie et résolution des conflits au Sahel. Les envoyés spéciaux du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Saïd Djinnit, et pour le Sahel, Romano Prodi, en visite au Burkina Faso. Au cœur des échanges, la situation dans les pays sahéliens et plus particulièrement celle du Mali. En Tunisie, la formation d'un nouveau gouvernement en attente. L'initiative du Premier ministre Ahmadi Jebali de former un gouvernement de technocrates a été rejetée par son parti, le parti islamiste au pouvoir, Ennahda. Voici pour les titres de ce journal. Merci de nous accueillir chez vous. Au Mali, l'actualité, c'est le taux qui se resserre autour des djihadistes. Les militaires français et les soldats africains déployés au Mali sont entrés dans une phase de sécurisation après avoir repris les principales villes du Nord. Paris souhaite retirer progressivement ses troupes à partir du mois de mars. Elles seront remplacées par une force de maintien de l'ONU. De son côté, l'Union européenne a annoncé hier le déblocage de 20 millions d'euros pour aider à la stabilisation du pays. Une aide qui provient d'un fonds spécial pour les préventions des conflits et destinée notamment à la restauration de l'état de droit. Nous poursuivons toujours avec cette brève, un document inédit sur la stratégie d'AQMI dans le Sahel retrouvé à Tombouctou. Ce document signé du chef d'AQMI, Abdelmalek Droukdel, a été retrouvé à Tombouctou dans les décombres d'un local occupé par les islamistes par des journalistes de médias anglophones. Dans ce document dactylographié en arabe et authentifié par des islamologues, on découvre noir sur blanc les grandes lignes de la stratégie d'AQMI au Mali. Sous forme de correspondance avec les chefs locaux d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Droukdel recommande à ses lieutenants une application souple de la charia en s'appuyant sur les groupes locaux. Nous poursuivons toujours avec l'actualité. Déplacées à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, les populations maliennes sont menacées de famine. Installées dans des camps de fortune pour la plupart, elles souhaitent un retour rapide à la normale afin de regagner le bercail et mener leur vie de tous les jours. Dans le village où il habitait au nord du Mali, Boubacar Traoré était mécanicien. Avec l'arrivée des islamistes, il a tout quitté en compagnie de 14 membres de sa famille pour se réfugier ici, à Mopti. C'est-à-dire que nous n'avons rien dans le nord, tous nos biens ont été détruits, ça c'est clair. Comme Boubacar, ils sont plusieurs centaines de déplacés à vivre dans la région de Mopti et Sévaré, installés dans des camps mis en place par le Secours catholique ou les Nations Unies. Originaires de Gao ou Tombouctou pour la plupart, 70% des déplacés et réfugiés maliens sont des femmes et des enfants. Nous avons fui la guerre et l'occupation des islamistes pour trouver un peu de paix ici. Mais la vie en tant que déplacés est difficile. Nous n'avons pas suffisamment de nourriture. Plus de 2 millions de personnes seraient en fait menacées d'insécurité alimentaire au Mali à 2 mois de la saison des semis, vitale pour ce pays. Pour l'instant, beaucoup préfèrent encore rester dans les zones sûres du sud, comme Mopti et Sévaré, avant de repartir vers le nord. Quand on a les moyens de retourner, on va retourner, on ne connaît pas. Dès le moment ça est présenté, nous on va aller. Même si c'est ce soir, on a nos moyens. Le Haut-Commissariat aux réfugiés estime que près de 250 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du pays à cause des combats. Il serait plus de 130 000 à s'être réfugiés dans les pays voisins, Mauritanie, Burkina Faso et Niger. Les groupes armés, après avoir été chassés des grandes villes du Nord, la vie reprend son cours à Gao avec la réouverture de l'axe Bamako-Gao. Pour en parler justement, nous sommes en ligne de Gao avec notre correspondant dans la région. Seydou Mega, bonjour. Bonjour Djibrila. Le premier convoi de véhicules est parti hier de Gao. Vous nous confirmez cette information ? Annonce faite avant-hier soir sur les radios privées de la reprise du trafic sur le tronçon Gao-Bamako et Bamako-Gao. C'est la meilleure nouvelle après la libération du Nord par la coalition armée. La reprise inaugurale s'est déroulée sous escorte militaire le vendredi 15 février. 4 principales compagnies étaient concernées. Les voyageurs du premier convoi n'ont pas caché leur satisfaction.
une bouchée d'oxygène pour Gao qui vivait pratiquement sous cette forme d'embargo forcé depuis le début des opérations de reconquête des zones occupées, a connu un ralentissement de son pouvoir économique. On entrevoit déjà un retour massif des déplacés du sud vers le nord. Ils ont quitté Bamako et d'un moment à l'autre, ils doivent arriver. Voilà ce qu'on peut retenir. Seydou Meiga depuis Gao. Seydou, merci pour ce témoignage. À moi de vous remercier. Parlons à présent de diplomatie et de résolution des conflits au Sahel. Les envoyés spéciaux du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Saïd Djinit, et pour le Sahel, Romano Prodi, en visite au Burkina Faso, ont été reçus par le président Blaise Compaoré. Les échanges entre les trois personnalités ont porté sur la situation dans les pays sahéliens et particulièrement celle du Mali. Deux émissaires du secrétaire général des Nations Unies chez le président du Faso Blaise Compaoré, Romano Prodi et Saïd Djinit, ont évoqué avec le président du Faso la situation dans les pays sahéliens et particulièrement celle du Mali. Pour les émissaires, le problème malien ne peut être traité de façon exclusive sans tenir compte de la situation dans le Sahel. Les Nations Unies restent unanimes, le développement du Sahel est la seule voie pour tenir éloigné le terrorisme. Ma activité, c'était de mobiliser, pas seulement l'Union européenne, les États-Unis, les pays européens, mais aussi la Chine, la Russie, tous les pays du monde qui sont intéressés à la lutte contre le terrorisme, les mobiliser pour le développement, parce qu'il n'y a aucun espoir de battre le terrorisme sans un développement rapide, un développement fort, donner l'idée qu'il y a un changement. Romano Prodi a par ailleurs affirmé qu'il n'y a pas de solution militaire sans proposition politique et vu la libération des villes au nord du Mali, il est plus que nécessaire de renouer avec le dialogue politique. Actualité oblige, la prestation remarquée de l'équipe nationale du Burkina à cette Coupe d'Afrique des Nations 2013 s'est aussi invitée aux échanges. Donc félicitations au peuple du Burkina Faso et félicitations au président de la République et en particulier pour toute l'énergie qu'il a mise pour développer le football du Burkina et il a donné des fruits. Même sujet, autre décor. Le président de l'Assemblée nationale du Mali par intérim, Younousi Touré, est actuellement en visite au Maroc. Le responsable malien a été reçu par le ministre marocain délégué aux affaires étrangères, Youssouf Amrani. Au centre des échanges, la crise malienne et la sécurité au Sahel. Younousi Touré a salué le soutien politique du Maroc et la solidarité du royaume chérifien avec le Mali. Une visite du président de l'Assemblée nationale malienne par intérim qui témoigne de la gratitude du Mali envers le Maroc, car le royaume est aux côtés des autorités maliennes depuis le début des tensions dans le pays, il y a maintenant un an, du coup d'État de mars 2012 jusqu'à l'adoption de la résolution des Nations Unies ayant permis l'intervention militaire en cours actuellement. Aujourd'hui, il s'agit d'accompagner le Mali, de le soutenir dans sa démarche souveraine pour assurer le retour à son ordre constitutionnel et l'organisation d'élections présidentielles et législatives. C'est sous la présidence marocaine du Conseil de sécurité de l'ONU en décembre dernier que la résolution sur le Mali a été adoptée. Le Maroc a également sensibilisé l'organisation de la coopération islamique. Nous avons demandé que le Maroc nous soutienne davantage pour la seconde phase. La seconde phase, c'est quoi? C'est que les autorités du Mali viennent d'adopter une feuille de route qui comprend deux composantes. La première composante, c'est le recouvrement total des territoires, n'est-ce pas, qui étaient sous occupation des terroristes, et la pacification du reste du pays. Le président de l'Assemblée nationale malienne est accompagné d'une importante délégation. Hier, il s'est entretenu avec les présidents des deux chambres du Parlement. D'autres rencontres avec des responsables marocains sont prévues jusqu'à dimanche.
Dans le reste de l'actualité, cette rencontre à Yaoundé au Cameroun des ministres en charge de l'intégration et des finances des pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale CEEAC et de la CEMAC, communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Ces assises de la capitale camerounaise ont pour objectif l'harmonisation des politiques pour parvenir à une seule communauté économique régionale en Afrique centrale. 12 domaines prioritaires à harmoniser ont été retenus, parmi lesquels la libre circulation des personnes et des biens, les questions sécuritaires et commerciales, le transport, l'énergie, la sécurité alimentaire, la santé et l'environnement. Les experts et les ministres en charge de l'intégration et des finances des communautés CEEAC-CEMAC présents à ces assises procèdent à l'élaboration et à l'adoption des termes de référence de chacun de ces domaines prioritaires. On a des pays qui appartiennent à plusieurs régions et ils ont des problèmes. Commencez par les cotisations qu'ils doivent verser à ces organisations. Ça c'est un. Deux. Vous vous retrouvez avec deux organisations auxquelles un pays appartient mais qui ne sont pas au même niveau. Il est important que ce soit harmonisé à un certain moment et de toute manière, l'agenda de l'Union africaine tel que tracé par le traité d'Abuja, c'est de parvenir approximativement vers 2028, si tout va bien, mais je doute, à une communauté économique africaine unique où ces configurations sous-régionales auront disparu. La rencontre de Yaoundé permettra également l'élaboration du projet de chronogramme d'activité et du projet de plan d'action du comité de pilotage dont la présidence a été attribuée au Cameroun en 2009. C'était au cours de la 14e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je l'annonçais en titre, en Tunisie, le nouveau gouvernement se fait attendre. De nouvelles consultations auront lieu lundi. L'initiative du Premier ministre Ahmadi Jebali de former un nouveau gouvernement de technocrates a été rejetée par son parti, le parti islamiste Ennahda, au pouvoir. Le Premier ministre tunisien n'est pas parvenu à mettre d'accord les principaux chefs politiques du pays. Autour de la table, des représentants des partis de la coalition au pouvoir, Ennahda et Takatol, le Congrès pour la République, mais aussi de l'opposition. Pas d'accord pour la formation d'un gouvernement apolitique, mais un Premier ministre optimiste. Il y a une évolution et des progrès sur tous les points soulevés. C'est pour cela que nous avons décidé de poursuivre les discussions lundi. De nouvelles discussions qui reportent sine die la formation d'un gouvernement et prolongent la crise politique. Ahmadi Jebali avait annoncé qu'il démissionnerait ce samedi si la composition du gouvernement de technocrates qu'il souhaitait ne faisait pas consensus. Initiative lancée le jour de l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd, initiative rejetée par le numéro 1 d'Ennahda, Rached Ranouchi, qui propose un gouvernement alliant technocrates et figures politiques. Ennahda organise d'ailleurs ce samedi une manifestation dans la capitale, tandis que les proches de Chokri Belaïd prévoient 2 cérémonies à sa mémoire. L'actualité en Égypte avant de refermer cette édition. Les manifestations se poursuivent dans plusieurs villes du pays avec à chaque fois dans les rues partisans et opposants du président Mohamed Morsi, des rassemblements et des marches entachées de violence. Les deux camps se rejettent la responsabilité des violences. D'un côté opposant au président Morsi, de l'autre force de l'ordre tentant de protéger le palais du chef de l'État. Depuis des mois, des scènes identiques. Pierres et cocktails Molotov contre des grenades lacrymogènes qui passent parfois à quelques centimètres des visages des manifestants. En quelques semaines, 70 personnes seraient mortes dans ces échanges. Les laïcs anti-Morsi demandent le départ du président et de son parti, les Frères musulmans. Et entre ces deux franges de la société, un fossé se creuse. Un peu plus tôt dans la journée, plus de 5000 personnes profitaient de la prière pour demander au président élu de ne pas céder. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité et surtout, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour d'autres informations sur Africable Télévision.